Bonsoir, c'est Anne-Marie Dussault. Bienvenue à 24/60 édition spéciale. En ce mardi 20 janvier, il y a un an, Donald Trump était de retour à la Maison-Blanche. The golden age of America begins right now. So this is a big one. Oh, look at Cambodia, 97%. This is the chainsaw for bureaucracy. What I'd like to see, Canada become our 51st state. He's coming to see me, but I guess he wants to make a deal. Having met with the owners of Canada, it's not for sale, won't be for sale. But never say never. Never say never. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be so magnificent. Feast and days, the deal is done. Trump Gaza. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right? Mr. Putin, will you agree to a ceasefire? There's no deal until there's a deal. God bless you, Charlie. God bless you for what you've done. You hear that sound? Oh, that's music to my ears. I love that sound. This right here, the Golden Dome for America, is a game changer. We will protect the homeland. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation. No! What the fuck? News reports simply don't do justice to the level of chaos and disruption and trauma the federal government is raining down upon our communities. Whether people like Trump or don't like Trump, I settled 8 wars. I presented the medal of Nobel Peace Prize. We have to have Greenland. It's not a question of, do you think we can do without it? We can. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality. I don't need international law. We have the hottest country anywhere in the world, despite this stuff. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition spéciale de 24/60. Après tout, on vient de vivre une année inédite depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il nous promettait l'âge d'or. Qu'est-ce qu'il nous a livré? On va explorer ça tout au long de notre émission ce soir. En fait, vous l'avez vécu d'heure en heure, de jour en jour. Il y en a même parmi vous qui font de l'anxiété face à Donald Trump. Rassurez-vous, ce soir, on va vous informer. En fait, il nous a tenus en haleine toute l'année avec ses multiples annonces, évidemment, ses longs points de presse, les tarifs, les guerres, notamment, qui dressent les contours d'un nouveau monde, un monde selon Trump. On va revenir donc sur les grands moments de l'année avec mes invités qui seront présents durant toute l'émission. Ferry de Kerkhove, ancien ambassadeur. Bonsoir Ferry. Valérie Baudouin de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et le docteur Julien Cavana, médecin neurologue qui pratique aux États-Unis, qui porte un regard critique sur l'administration Trump. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Et bonsoir. Avant de vous parler tous les trois, je me tourne tout de suite vers Azeb. Azeb, bonsoir. Anne-Marie. Alors, vous avez vécu un point de presse particulièrement intéressant aujourd'hui, puisque vous étiez dans la salle de presse. Alors, de quoi donc, comment avez-vous vécu ce moment-là, Azeb? Écoutez, c'était intéressant d'être dans la salle. Elle était bondée, vraiment. Il y avait plus de place pour d'autres journalistes. Et quand Donald Trump est arrivé, on sentait qu'il était content. Vous savez comment il est sensible quand il voit une foule de personnes. Et il a dit « Oh, wow, what a big crowd ! Quelle grande foule, vous êtes nombreux !» Donc, il était content. On a l'impression qu'il est sensible à cela. Hein. C'est comme si ça témoignait un peu de sa popularité. Et, on a attendu quand même un peu moins d'une heure avant qu'il arrive. C'était un invité surprise. Il n'était pas du tout prévu d'être à la conférence de presse. C'était normalement sa porte-parole qui devait s'adresser à la presse aujourd'hui. Donc, il est arrivé. Et là, ça a duré quand même plus d'une heure où il a abordé tous les sujets. C'est une conférence de presse, je vous dirais, un peu décousue. Alors d'abord, il a parlé de l'importance de la police fédérale ICE, à quel point ils font un travail extraordinaire en se débarrassant de criminels, de personnes vicieuses qui viennent de pays étrangers, qui sont entrés au pays illégalement, qui font bien de s'en débarrasser. Donc il a montré une série de photos
de personnes qui auraient commis des crimes. Mais pour la première fois, il a parlé quand même d'une erreur, que ICE va commettre des erreurs. En parlant de Renee Nicole Good, il a dit que c'est quand même une tragédie. Et là, il a précisé qu'il a appris que le père de la jeune femme qui a été victime de ICE était un grand admirateur de Donald Trump. Et Donald Trump a ajouté c'est vraiment dommage, je suis très triste, c'est une tragédie. J'espère qu'il me soutiendra encore. Donc on sent encore une fois sa sensibilité sur ces choses-là. Mais il a abordé vraiment tous les sujets, Anne-Marie, aujourd'hui. Oui, on va écouter un extrait. Mais avant d'écouter l'extrait, puisque vous venez de mentionner le père, là, à savoir qu'il regrette la mort de Mme Good, mais l'enquête est déclenchée sur elle et non pas sur l'agent qui l'a abattue. Et c'est comme s'il ramenait la chose à lui-même. J'ai de la peine parce qu'au fond, son père m'aimait. Alors, on va écouter l'extrait. And, you know, they're going to make mistakes sometimes. ICE is going to be too rough with somebody, or, you know, they're dealing with rough people. I felt horribly when I was told that the young woman who was, had the tragedy, it's a tragedy, it's a horrible thing. Everybody would say, ICE would say the same thing. But when I learned her parents, and her father in particular, I hope he still is, but I don't know, was a tremendous Trump fan. He was all for Trump, loved Trump. Il ramène ça à lui, hein? Parce que Kristi Noem puis J.D. Vance ne tenaient pas les mêmes propos, n'est-ce pas, au sujet de Mme Good? Non, c'était une terroriste. Ils ont dit domestic terrorist, c'est que vraiment c'était une activiste payée. Même aujourd'hui, en parlant de sa conjointe, Donald Trump a dit qu'elle n'a pas arrêté de crier shame, 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 honte. Et alors que toute personne normale aurait pleuré. Enfin, bon, en l'imitant quasiment. Là. Évidemment que la foule autour était horrifiée de toute façon. Et bien évidemment, il a vanté son bilan et pas à peu près... Oui, voilà. Et il y avait une question intéressante durant la conférence de presse. Un journaliste lui a demandé, écoutez, à quoi ça sert que vous ayez un prix Nobel pour l'Américain moyen qui est vraiment préoccupé par le coût de la vie? Ça, c'était intéressant parce que c'est venu en plus après que Donald Trump ait dit qu'il avait réglé 8 conflits dans le monde, qu'il a sauvé des millions de vies, qu'il mériterait le prix Nobel de la paix. Il a parlé également du Groenland en disant que voilà, il était toujours intéressé par le Groenland. Quand un journaliste lui a demandé jusqu'où vous êtes prêt à aller, il a dit « Regardez-moi faire ». Il a parlé également de l'OTAN en disant que oui, les États-Unis vont continuer à rester dans l'OTAN, que c'est une organisation très importante grâce à lui, en partie parce qu'il a augmenté les contributions. Mais ce journaliste qui lui a posé la question sur c'est quoi le rapport entre le prix Nobel de la paix puis l'Américain qui veut juste faire diminuer sa facture d'épicerie. Et sa réponse était, vous savez, pour moi, c'est très important de sauver des millions de vies. On est revenu sur le coût de la vie. Il a dit, encore une fois, c'est les médias qui inventent. Et puis à la fin, il a dit, de toute façon, j'ai fait baisser les prix. Et si les prix étaient très hauts, c'était à cause de Joe Biden. Donc Donald Trump reste vraiment dans le même discours, si vous voulez. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, quand même, sur l'OTAN, il a quand même dit qu'il va rester, que les États-Unis continueront à être dans l'OTAN, même s'ils comptent s'emparer de l'OTAN. Il a tempéré ses propos aussi sur ICE, sur la jeune femme, sur Emmanuel Macron et Keir Starmer. Il a dit que c'était des libéraux, même s'il a dit qu'il n'allait pas répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron après Davos. Donc c'était une conférence de presse un peu décousue, je vous dirais, où il a vraiment touché à tous les sujets, mais une fois de plus, c'est lui qui est un peu le vainqueur de tout ça. C'est grâce à lui que l'Amérique se relève. Et je pense qu'on a un autre extrait, Anne-Marie. How would you winning the Nobel Peace Prize improve the lives of average, everyday Americans? Why is this prize so important? It wouldn't improve the lives of any. What improved the lives of people are people that are living. I saved probably tens of millions of lives in the wars. You know, if you add up the numbers. So I saved millions of people. So that to me is the big thing. Et en terminant, Azeb, à vous aussi, je vais demander la question que je pose à tous mes invités ce soir, le mot qui définit bien cette année que l'on vient de vivre dans le monde et aussi le moment peut-être qui est un point tournant important. Je dirais le moment, il y en a beaucoup, hein, c'est sûr, mais pour moi... Vous en témoignez tous les jours à notre antenne.
Mais je vous dirais que peut-être la présence de la garde nationale dans les rues de Washington, parce que je les croise tous les jours, ils sont partout à la gare, et également la nomination du secrétaire à la guerre, maintenant, le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, quand il a été confirmé par le comité sénatorial, on lui a posé la question, si Donald Trump vous ordonne de tirer sur des manifestants, est-ce que vous allez le faire? Et il a répondu oui, si jamais ils sont en train d'attaquer les forces de l'ordre. Donc c'est là qu'on sent vraiment que c'est la loyauté d'abord, avant peut-être la Constitution. Si on compare à Mark Esper dans la première administration qui avait refusé de tirer sur la foule, Donald Trump avait suggéré tirer sur les jambes des manifestants quand c'était les manifestations de George Floyd, il avait refusé en brandissant la Constitution. Il y avait également le général Milley. Et là, ça a changé. De voir tous les jours cette garde nationale, on s'habitue à une présence militaire dans la capitale américaine. C'est un grand moment. Alors, on est vraiment dans une nouvelle ère et c'est le monde selon Trump. Merci beaucoup, Azem. Merci d'être là tous les jours et d'heure en heure pour bien nous informer depuis le terrain. Alors, je poursuis avec mes invités. À vous aussi, je vais poser cette question. Le mot ou le moment. D'abord, le mot, Ferry. Le mot, c'est évidemment tarif, qui domine le portrait général des États-Unis et les incidences que ça a pour la plupart des pays du monde. Enfin, c'est une histoire qu'on n'en a pas encore fini. Julien? Chaos, un immense désordre, en particulier dans mon domaine qui est celui de la recherche et de la médecine, où on a vu à plusieurs moments que ce discours complotiste, anti-science, est complètement incompatible avec la réalité dans laquelle on vit dans le corps médical et dans le corps scientifique. Alors, je rappelle que vous avez quand même signé aujourd'hui un papier dans la presse, dans le quotidien de la presse, où vous signalez tous les dégâts causés par les mesures Trump, à la fois sur la santé, la science. Alors, et pour vous, Valérie? Cataclysme, parce que c'est quelque chose qui a bouleversé l'ordre mondial et qui a bouleversé aussi la politique intérieure aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est un tremblement de terre ou un ouragan, une catastrophe naturelle, mais c'est comme ça que j'ai vu la dernière année, la présidence 2.0. Très bien. Alors, et pour vous, Ferry, le moment, le point bascule, un point tournant qui nous fait entrer dans l'ère Trump? Je crois que le point tournant est véritablement, j'allais dire, l'élimination du Congrès américain comme instrument de gestion de la politique américaine. Et je crois que ça se retrouve dans un côté dictatorial qui s'est manifesté de plus en plus, et l'état de droit qui disparaît des États-Unis. Et l'exemple est assez terrifiant pour le reste de l'humanité. Et les pays qui ne sont pas des démocraties s'en réjouissent profondément. Valérie? La première journée de Donald Trump, c'est vraiment mon moment qui je trouve le plus marquant. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on mettait la table. Je fais un peu de pouce sur ce que Ferry vient de dire, parce que on signe des décrets. Il y en a eu 26 signés même devant un aréna, devant aussi tous les médias qui étaient dans le bureau aval. Depuis, il a déjà battu le record en 1 an de tout ce qu'il a signé comme décret dans sa première présidence, qui était sur 4 ans quand même. On a déjà battu ce record-là. Et on voyait que dès les premières minutes, on voulait effacer l'héritage de Joe Biden. Alors, on avait déjà l'espèce de feuille de route pour ce qui a suivi dans la dernière année. Et pour vous, Julien? Le moment où l'ancienne directrice désormais du CDC, Suzanne Monarez, est venue s'exprimer devant le Sénat. Il l'avait nommée d'ailleurs. Il l'avait nommée. Elle était très mal accueillie d'ailleurs à Atlanta au CDC lorsqu'elle est arrivée, parce qu'évidemment, elle essayait de réconcilier la nouvelle politique de Robert Kennedy Jr. de Trump avec l'architecture de la santé publique qui existe déjà aux États-Unis. Et le moment où elle est limogée, où elle s'exprime devant le Sénat, où elle dit « ça n'est pas possible ». On ne peut pas avoir une approche complotiste anti-science de la santé publique et essayer de la réconcilier, de la faire fonctionner avec les institutions qui existent déjà. Pour moi, c'était un immense moment de résistance qui venait de quelqu'un dont on ne l'attendait pas. Et vous voyez déjà les conséquences de cette nouvelle politique? On voit les conséquences à plusieurs niveaux dans cette perte de confiance dans les institutions de santé publique, en particulier le CDC. On le voit dans la perte de vitesse des vaccins chez les patients. Et on le voit aussi parce que une des principales, peut-être, victoires amères de Trump, c'est sa loi budgétaire, Big Beautiful Bill, dans laquelle le financement de l'assurance santé de millions d'Américains disparaît. Et depuis le 1er janvier, on voit des gens qui viennent aux urgences mais qui n'ont plus d'assurance alors qu'ils en avaient une l'année dernière. Je vais faire un autre tour de table sur la question dans le fond, est-ce qu'on aurait pu croire
ce qu'on a vécu depuis un an, Ferry, puisque dans le fond, certains disent, ben oui, mais Trump, on aurait dû l'écouter, il fait exactement ce qu'il a promis de faire. Lui qui avait quand même promis l'âge d'or, là, c'est autre chose. Je pense que l'âge d'or est un petit peu comme les décorations à Mar-de-Largo et dans la future ballroom, parce que c'est lamentable dans la mesure où la situation économique américaine dont il se vante pendant des heures et des heures ne s'est absolument pas améliorée, et d'une façon générale, les relations internationales en ont pris un grand coup. Vous voyez qu'il n'y a absolument eu aucune paix en Ukraine, alors qu'il avait dit qu'il aurait réglé ce conflit en un jour. Enfin, il y a tellement de côtés négatifs que je vous offre le ballroom gratuitement, parce que je crois qu'il va y avoir à un moment donné un ressac épouvantable, et j'espère que les élections en novembre vont permettre de resituer un peu toute la situation des États-Unis. Et pour vous, Valérie? Bien, par rapport à ça, ce que ça nous a démontré, c'est que le fameux projet 2025, c'était dans la campagne électorale, on en parlait toujours, les démocrates martelaient ça en disant ce projet qui avait été écrit par la Heritage Foundation aux États-Unis, qui est une organisation conservatrice. On voit à quel point cette espèce de feuille de route pour une autre présidence Trump a été suivie à bien des niveaux. C'est vraiment ce qu'on a vu au niveau des coupes budgétaires, les employés qui ont été limogés et tellement d'autres choses aussi qui ont été faites dans cette dernière année. Et vous l'avez observé, Julien, M. Trump, aujourd'hui, dans ce point de presse, dont Azel nous disait qu'il était très décousu. Quiconque l'a regardé pouvait constater la même chose. Qu'est-ce que vous avez observé du personnage à l'œuvre? Depuis un an, je trouve qu'il y a un appauvrissement de son vocabulaire, il y a une augmentation de son impulsivité, il y a une certaine forme de désinhibition, et c'est un vocabulaire qui est plus pauvre, mais c'est aussi un vocabulaire qui est plus cru. Et donc, ça fait craindre le pire, parce que on a l'impression que si l'ensemble de l'appareil politique, militaire, d'État des États-Unis suit ces impulsions, où s'en va-t-on? Oui. Parce quand même, il a même publié des textos, des SMS échangés avec notamment M. Macron. C'est une violation d'une sorte de règle, j'imagine, de confiance entre les leaders du monde. Alors, merci tous les trois d'être avec nous. On va aller à Paris tous les trois, puisque je me suis entretenue tout à l'heure avec Nicole Bacharan. C'est une amie de 24-60 également. Elle est politologue. Elle est franco-américaine. Elle connaît bien son pays aussi. Faire le bilan de l'an 1 de l'ère Trump. On écoute Nicole Bacharan. Bonsoir, Nicole Bacharan, et bienvenue à 24-60. Bonsoir. En ce premier anniversaire du deuxième mandat de Donald Trump, je me demandais ce qui vous venait à l'esprit. Comme aux autres invités, je vous demande aussi s'il y a un mot ou un moment qui définit bien ce qu'a été la première année du mandat de Trump. Écoutez, comme mot, j'utiliserai ce que nous sommes nombreux à ressentir, sidération. Et comme moment, je pense que la manière dont a été abattu tout un grand morceau de la Maison-Blanche à grands coups de boule de démolition, sans attendre l'approbation de personne, c'est assez révélateur de la manière de gouverner. Donald Trump avait promis l'âge d'or. Qu'est-ce qu'il nous a livré? Alors, c'est pas l'âge d'or, mais quand même, beaucoup de ses électeurs reconnaissent que c'est un président qui avait annoncé ce qu'il allait faire et que généralement, il le fait. Mais il y a par exemple, sur le plan international, on est aujourd'hui très perturbé, mais c'est vrai que il a réussi certaines choses, et notamment, il a réussi à faire revenir les otages israéliens qui étaient piégés à Gaza. Il a réussi à obtenir ici et là des cessez-le-feu à travers le monde. Ils s'en vantent beaucoup, mais même si ces cessez-le-feu sont fragiles, ils ont eu lieu. Sur le plan intérieur, au fond, il me semble que l'opinion américaine lui sait gré de tenir ses promesses ou de tenter de les tenir, parfois d'en faire trop. Il est généralement désapprouvé sur l'immigration, non pas que les Américains veuillent une immigration débridée, mais les méthodes pour expulser les migrants font froid dans le dos à beaucoup de gens. Et puis, il y a la question première du pouvoir d'achat. Il a été élu sur le pouvoir d'achat, et là, ils sont quelques 70% à dire
on continue à perdre du pouvoir d'achat. Et dans l'ensemble du pays, on va regarder le sondage CNN qui indique quand même que 58 considèrent que sa première année est un échec. Donc, dans l'ensemble, les citoyens américains, qu'ils soient démocrates, républicains ou même indépendants, sont très sceptiques face à son efficacité, mais ils prônent, dans le fond, ce nouvel âge d'or. Il prône la grandeur de l'Amérique, il vante ses résultats. Et c'est une personnalité qui est beaucoup centrée sur elle-même. Est-ce qu'on peut dire que son narcissisme a fait en sorte qu'il veuille dominer tout l'échiquier mondial même? C'est un narcissisme extrême et dont on découvre chaque jour, j'ai envie de dire, une nouvelle expression qui va encore plus loin. C'est vrai qu'on a vu que ce soit les grands patrons américains, mais également les grands leaders du reste du monde, à peu près tout essayer pour se concilier Donald Trump. Beaucoup de flatteries, certains ont essayé de lui résister, mais à l'arrivée, rien ne fonctionne. Parce que c'est un peu de la psychologie de bazar, mais on a l'impression d'un narcissisme extrême et à la fois avec une espèce de vide abyssal. Il n'a jamais assez de compliments. Et alors il se les sert lui-même à lui-même. Mais regardez cette obsession du prix Nobel de la paix. C'est incroyable. Comme s'il y avait toujours un prix supplémentaire à gagner. Absolument. Et cette obsession du prix Nobel de la paix, comme il ne l'a pas eu, il dit, comme vous ne voulez pas me donner le prix Nobel, j'abandonne la paix, je n'ai plus besoin de faire la paix, je vais faire la guerre. Cette obsession du Groenland et en incluant aussi au passage quelques ambitions ou visées impérialistes même qui toucheraient le Canada, quel niveau d'inquiétude ressentez-vous en Europe? L'Europe est très inquiète. Franchement, tous les gens avec qui je parle, que ce soit des proches ou des analystes, des journalistes, des politiques, vraiment, l'Europe est extrêmement inquiète et elle est inquiète de voir le risque de fin de l'OTAN. C'est de ça dont il est question, une fin éventuelle de l'OTAN. Alors, j'ai écouté la conférence de presse de Donald Trump aujourd'hui. Lui, il ne veut pas la fin de l'OTAN. Il clame que l'OTAN, c'est quelque chose de formidable parce qu'il est là et parce qu'il a obtenu des Européens qu'ils payent beaucoup plus pour leur défense. Et c'est vrai, il l'a obtenu, même si c'est pas toujours réalisé, mais enfin, les engagements sont très forts. Mais les Européens eux-mêmes ne reconnaissent plus l'OTAN. L'Alliance Atlantique, c'était une confiance mutuelle entre démocraties pour promouvoir les intérêts communs des démocraties. Là, quand on a le membre principal de l'OTAN qui menace d'attaquer un autre membre de l'OTAN, en l'occurrence le Danemark à travers le Groenland, qui est un territoire protégé par l'OTAN, on ne reconnaît plus cette alliance atlantique. Et ceux qui clament la fin de l'alliance, ce sont les Russes. Aujourd'hui même, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Oui, ils se réjouissent de ce qui se passe en ce moment. C'est le rêve de Poutine de désintégrer l'OTAN et les institutions d'après-guerre et d'après la guerre froide. Autre grand niveau de préoccupation, et vous, comme franco-américaine, comment vous voyez l'évolution de votre démocratie américaine, au fond, l'état de droit, dans quel état est l'Union, comme dit familièrement l'expression de State of the Union, c'est une expression très connue aux États-Unis, il y aura un discours prochainement. Quel est l'état de l'Union, l'état de droit de cette Union des États-Unis? Je pense que déjà, l'Union elle-même, elle est très divisée, elle n'est pas unie, elle est très polarisée. Donald Trump a quand même l'art de creuser les clivages, donc il a de vrais soutiens, il faut absolument pas le nier, mais ses opposants le rejettent avec une extrême brutalité. Et au-delà de cela, vous posez la question de l'état de droit. C'est vrai que Donald Trump, au fond, n'admet pas l'opposition, même s'il doit vivre avec. Mais toute opposition est traitée d'extrémistes, de gauchistes, fous alliés, et il a vraiment diminué tout ce qui est contre-pouvoir. Il passe outre les prérogatives du Congrès dans main domaine. Un seul exemple, les droits de douane, normalement, c'est une prérogative du Congrès. Les actions militaires prolongées, en tout cas, également. Il a démantelé une partie de l'administration. Il a
remplacer au ministère de la Justice toute la direction par des personnalités politiques à son profit. Donc c'est vrai que cette démocratie américaine, elle subit des coups de boutoir en ce moment. Oui, ses ennemis de l'intérieur, il les attaque, tous ses opposants, tous ses critiques, il les poursuit, même avec ce qu'on vient de voir au Minnesota suite à la mort de Mme Good, dont il dit aujourd'hui « Oh, c'est tragique, c'est dramatique », mais en réalité, il n'avait jamais rien dit à son sujet. Cela dit, on parle aujourd'hui de la première année, on entre dans cette deuxième année, mais trois autres années. Alors, qu'entrevoyez-vous? Combien de temps? Qui peut l'arrêter, Trump aussi? Je pense que ce qui peut l'arrêter, c'est la perspective d'un échec électoral, peut-être pour les républicains en novembre, mais tout le monde se demande si les élections auront lieu dans des circonstances normales. Mais en dehors de cela, c'est vrai que les républicains du Congrès pourraient être ceux qui auraient le plus d'influence pour freiner les actions de Trump. La Cour suprême, qui n'est pas entièrement liée à Trump. Là, on a des juges jeunes qui siégeront longtemps, qui veulent laisser leur marque dans l'histoire, et ils peuvent aussi agir. Et puis, ce qu'on appelle le mur du réel, hein, c'est-à-dire une crise que l'on n'attend pas, une économie qui ne répond pas aux attentes, ou à travers le monde, le résultat d'actions de Donald Trump ou de choix d'autres dirigeants qui aboutissent à contrecarrer ses desseins. Tout compte fait, un bilan qui fait craindre le pire pour certains, non? Bien, en tout cas, on a vraiment le sentiment d'une machine qui court à une allure folle, avec énormément de puissance économique et militaire, et on craint une sorte de crash à un moment ou à un autre, sous une forme que moi, je ne peux pas anticiper, personne ne le sait, mais autant d'agitation, autant de coups à droite, à gauche, en avant, en arrière, chaque jour, autant de jeux avec les nerfs de chacun, du plus haut au plus bas niveau. On se dit qu'à un moment, ça peut vraiment se gâter. Très bien. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Toujours éclairant et un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci à vous. It's even worse in the second term than it was in the first. The behavior you're seeing is not the behavior of a normal person. Après la pause, il a été un proche collaborateur de Donald Trump lors de son premier mandat. Entretien avec l'ancien conseiller et ambassadeur aux Nations Unies, John Bolton. Du début d'une réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Il ne faut pas baisser les yeux et il ne faut pas céder à la loi du plus fort ou à une technique d'intimidation. I can't take this complicity. People rolling over. I should have brought a bunch of knee pads for all the world leaders. I mean, handing out crowns and this is pathetic. Pathétique, dit le gouverneur de la Californie, mais Mark Carney et Emmanuel Macron n'ont pas fait de cadeau à Trump aujourd'hui pour célébrer son premier anniversaire à la Maison-Blanche, puisque tout ça se passe à Davos, en tout cas, et on sent que les leaders du monde, en tout cas d'Européens, qui vont pas approuver d'ailleurs l'entente commerciale qui était prévue en négociant les tarifs. Aujourd'hui, tout ça est suspendu. Donc, je poursuis avec mes invités. Je vais commencer avec vous, Ferry. Le discours de Carney, il en a dit beaucoup plus qu'il n'en avait dit jusqu'à maintenant. Macron aussi, peut-être. Il était temps que certains leaders, même si c'est risqué, se tiennent debout devant Trump. Je crois que le discours de Mark Carney est un des meilleurs de politique étrangère et de politique économique du Canada. J'en ai écrit moi-même certains pendant des années au ministère des Affaires étrangères. Je crois qu'il a frappé absolument sur tout ce qu'il devait faire, que ce soit la question des tarifs sur le Greenland, qui est une aberration, que ce soit la notion d'un réalisme, que ce soit la dénonciation quand même brutale de la fin du système international tel qu'il avait été
conçu au départ, la dénonciation de l'hégémonie américaine, l'adaptation indispensable par de nouveaux partenariats. Il y a tellement de choses. Il y a même la notion du TPP, le Trans-Pacific Partnership, qui s'étendrait via l'Union européenne et avec le Canada. C'est bourré d'idées intelligentes, mais évidemment, en bout de ligne, est-ce que nous avons les moyens d'une politique aussi marquée? Mais c'est certain qu'il va se rallier les Européens. Et quand on voit que même Starmer est très hostile à ce que fait Trump maintenant, notamment sur le Groenland, je crois qu'il y a vraiment de l'espoir. Bon, ben, tant mieux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup habituellement. La question se pose, Valérie, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va payer le prix de dire vraiment ce que l'on pense? On ne vit pas dans un pays qu'on voudrait, on vit dans un pays réel. On ne peut pas nourrir la nostalgie du passé, c'est terminé. Oui, puis c'est comme un lancer de dés, en fait, parce qu'on ne sait jamais, Donald Trump, il va être de quelle humeur, à quelle journée, parce qu'il peut autant réagir à une publicité de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et décider de menacer de tarifs. Là, aujourd'hui, de voir, à la lumière de ce discours de Mark Carney, il ne semble pas affecté pour l'instant. Il n'a pas non plus, pendant son point de presse, parlé contre les leaders européens. Ils disent, bon, ils peuvent bien dire ça en public, mais en privé, ils ne sont pas comme ça avec moi. Alors, il y a des journées où on dirait que ça lui passe par-dessus la tête. Donc, il y a quand même... on prend un risque quand on est un leader, puis on décide de dénoncer Trump sans le nommer, mais on s'entend que c'était très, très clair, avec tout le temps cette menace, le bâton et la carotte, et le bâton ici, c'est toujours le tarif. Parce que Julien, il fait une obsession des tarifs, mais il fait aussi une obsession du Groenland. Il a encore dit aujourd'hui, regardez-moi bien aller, jusqu'où je vais aller. Il avait fait la même chose avec l'Iran, il fait toujours la même chose, mais là, c'est dans un forum mondial. Il veut même peut-être remplacer les Nations unies par son fameux Conseil de la paix. Si on paie 1 milliard pour être... c'est quoi ces obsessions-là? Pourquoi on les accepte? Pourquoi on se met à genoux? Je crois qu'il y a deux dimensions là-dessus. Il y a effectivement un certain nombre de mots-clés avec des obsessions qui reviennent sans arrêt. Il y a l'immigration, il y a effectivement ces systèmes qu'il veut créer de lui-même qui sont très, très imprégnés de finances, etc. Mais je crois quand même qu'il arrive à un moment où il se rend bien compte qu'il a été président pour 5 ans, que dans un an, probablement, il y aura un congrès démocrate si les élections se passent bien. Et que c'est un homme... S'il ne les annule pas pour raison de violence aux États-Unis. Absolument. Mais c'est quand même un homme, je pense, qui commence à regarder dans le rétroviseur à quel va être son héritage, et en particulier son héritage politique, institutionnel. Et avec ce chemin de destruction, de chaos que l'on voit depuis 1 an, mais avec les 4 années précédentes avant, je pense qu'il se dit... Qu'est-ce que les livres d'histoire vont retenir de moi? Et je crois que ça, c'est intimement lié, cette obsession de l'héritage a vraiment beaucoup à voir avec l'affaire du Groenland. Je crois que ce président veut qu'on se souvienne de lui comme celui qui a étendu le territoire des États-Unis depuis la première fois depuis 100 ans. Mais Ferry, il abandonne la paix, puisqu'il n'a pas eu le prix Nobel, il l'a bien dit, pour maintenir la force. Oui, il va maintenir la force. Je suis tout à fait d'accord avec le collègue qui vient d'intervenir là-dessus, cette vision justement de Trump. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ce qu'il faudrait se demander maintenant, c'est, comme on le dit tous, est-ce que les démocrates vont véritablement gagner en novembre? Auquel cas, est-ce qu'il y aura des garde-fous contre le fou, si je puis dire. C'est pas très gentil de ma part, mais je crois que est-ce que véritablement la donne peut-elle changer, ou est-ce qu'au contraire l'expansion des pouvoirs qu'il s'est donné en profitant au fond d'une constitution américaine beaucoup moins vaillante qu'on ne la croyait, est-ce que c'est ça l'enjeu qui se pose pour les 2-3 prochaines années? Et nous allons encore vivre des lendemains qui vont être très très durs. Lendemain dur, Valérie, je ne sais pas si on peut parler d'instabilité, de chaos. Vous en avez tous parlé depuis le début, mais de guerre, est-ce qu'il irait jusque-là? Bien, il laisse toujours la porte ouverte. Il laisse cette porte ouverte. Il veut laisser planer le doute. Je pense pas que demain matin, il veut arriver avec des bateaux, un char d'assaut qu'on va débarquer sur le Groenland. Mais avec cette menace, encore une fois, il sait qu'il est plus fort que les nations européennes, que son armée est plus puissante. On a montré qu'on est capable de faire des opérations chirurgicales aussi en Iran, au Venezuela. Alors, quand il y a un objectif très précis, il sait qu'il est capable de le faire avec les moyens. Du moins, pour l'instant, le danger, c'est toujours qu'on ne sait jamais ce qui va arriver avec différents conflits. On se mêle de tout sur la planète, là. Je vais vous montrer la carte qu'il a dans un photomontage de ce matin, Bureau Ovale. On voit qu'il assimile le Canada sous le drapeau américain. C'est quand même extraordinaire, Ferry, d'avoir présenté ça au monde. Est-ce que le Canada doit avoir des craintes?
Je crois que le Canada ne peut pas s'empêcher d'avoir des craintes dans la mesure où je ne pense pas que l'esprit même de Trump s'améliore au fil des années. Je crois qu'à un moment donné, il pourrait y avoir effectivement des mesures prises économique comme il avait annoncé dès le début. Et il ne faut pas oublier que la frontière entre le Canada et les États-Unis est totalement poreuse. Et si jamais il voulait y mettre une force militaire pour conquérir le Canada, je ne pense pas qu'on puisse gagner la guerre dans une condition comme telle. Ce sera affreux, ce sera épouvantable, mais on ne peut pas exclure dans les 3 prochaines années que Trump essaie en tout cas d'éroder la puissance canadienne et éroder même, j'allais dire, l'unanimité canadienne anti-américaine à l'heure actuelle ou anti-Trump. C'est désastreux et les lendemains vont être très, très durs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, merci encore une fois d'être avec nous tous les trois. Je vous présente maintenant un entretien que j'ai réalisé plus tôt avec John Bolton. C'est un des plus fervents critiques de Donald Trump. Même Donald Trump le poursuit maintenant, l'a fait accuser au criminel. C'est l'ex-conseiller à la sécurité nationale des États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump. Il a été ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies en 2005 et 2006. On écoute cet entretien. Good evening, Ambassador Bolton. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur Bolton. Bienvenue à 2460. Merci à vous de me recevoir. Quelle année, n'est-ce pas? Tout d'abord, j'aimerais que vous choisissiez un mot, un moment qui définit cette première année du deuxième mandat de Trump. Je pense que le chaos est le mot le plus idoine pour la décrire, que ce soit pour les politiques intérieures, les politiques économiques, les affaires internationales. Et si je devais choisir un moment en particulier, ce serait il y a quelques jours, quand Trump a écrit au Premier ministre de la Norvège, disant que puisqu'il n'avait pas remporté le prix Nobel, il ne se devait plus de penser à la paix. Souvent, ce n'est même pas ce qui est dans le meilleur intérêt des États-Unis ou de sa sécurité. C'est Donald Trump. Oui, très narcissique. Dans vos mémoires, vous avez écrit qu'il était inapte à diriger. Qu'ajouteriez-vous aujourd'hui? Eh bien, que j'avais raison la première fois, que c'est pire lors de ce deuxième mandat que ce ne l'était lors du premier. Son comportement n'est pas celui d'une personne normale. Et ça ne fait pas bien paraître les États-Unis dans le monde. Prenons le Groenland, par exemple. Il y a un traité de 1951 avec le Danemark. J'ai fait de la recherche à ce sujet dans le cadre du premier mandat de Trump lorsqu'il a soulevé l'idée d'acheter le Groenland. Nous pouvons faire ce dont nous avons besoin pour notre sécurité, mais également pour celle du Canada, du Danemark, de l'OTAN. Et sa proposition de prendre le Groenland ou de l'acheter crée une fissure dans l'alliance. Je crois que l'histoire n'a jamais vu un chef d'une alliance, laquelle est bénéfique pour le pays, détruire cette alliance pour des motifs erronés. Donc, c'est une obsession pour le Groenland. Certains disent qu'il a aussi une obsession pour le Canada. Il a affiché une carte avec le drapeau américain, avec le Canada coincé entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland. Cela a de grandes conséquences pour le monde. Il est persuadé qu'il peut faire et dire tout ce qu'il veut et que personne n'y portera attention. Et puis le lendemain, on passe l'éponge. La plupart des gens prenaient au sérieux les paroles du président américain. Ils ne comprennent tout simplement plus son comportement aujourd'hui d'un point de vue rationnel. Ça a eu des effets néfastes sur la performance des États-Unis et les dégâts seront difficiles à réparer. Mais nous pourrons les réparer quand Trump ne sera plus au pouvoir. J'espère que les autres dans le monde prendront tout ceci en compte. Vous savez, pendant la guerre froide, il s'agissait d'un objectif soviétique que de diviser l'Occident, de fracturer l'OTAN. Et une des raisons pour lesquelles ils ont perdu la guerre froide, c'est qu'ils n'y sont pas parvenus. Trump fait le travail à leur place et j'espère que les autres acteurs n'agiront pas comme complices à la destruction. Certains disent que Poutine se frotte les mains à Moscou. Ça, ou bien il boit de la vodka.
Le Kremlin ou Beijing n'auraient jamais pu imaginer, même dans leurs rêves les plus fous, qu'un président américain aurait fait ce que Trump fait aujourd'hui. Avec ses agissements, avec son obsession, l'Ukraine n'a aucune lueur d'espoir de voir s'installer la paix. L'Ukraine, certainement, s'inquiète plus que tout de sa sécurité à long terme. Les pourparlers sur un cessez-le-feu achoppent sur l'article 5, comme il l'appelle. Les garanties de sécurité, le traité de l'Atlantique Nord. Et vous voyez ce que Trump en pense de cet article 5. Je pense qu'il faut revoir l'idée que des mots sur un bout de papier pourraient constituer une entente que Trump honorerait. L'Union européenne pensait avoir un accord commercial au printemps dernier concernant les droits de douane. Et il y a quelques jours, il a déchiré l'entente. Voilà ce que vaut un accord avec Trump. Combien de temps durera une entente jusqu'à ce qu'il ne lui plaise plus? Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Il a dit que c'était sa morale, mais d'aucuns pensent qu'il n'en a pas. C'est vrai, je pense qu'il jouait d'ironie, puisqu'il sait lui-même qu'il n'a aucune morale. Je pense que dans notre système, il est nécessaire que le pouvoir judiciaire reste ferme, ce qui a été le cas pour les situations les plus importantes, et que le Congrès se décide enfin à réagir et à dire qu'il n'acceptera pas ce genre de comportement. Cela dépendra, je pense, en grande partie des républicains, et je trouve très décevant que trop peu de républicains se soient opposés à Trump au cours de l'année écoulée, du moins lorsqu'il enfreint les principes conservateurs fondamentaux, ce qu'il fait sans cesse. Il n'a pas d'idéologie. Il ne va pas à l'encontre de ces principes. De dire que les agissements de Trump en ce qui concerne le Groenland, par exemple, sont néfastes pour la sécurité américaine, constitue un fait objectif. Les tarifs sont à la base de ses politiques étrangères, c'est transactionnel. Mais ça met le monde en situation assez chaotique. Je pense qu'il réfléchit de façon chaotique. Il ne pense pas à long terme. Ses alliés diront qu'il joue une partie très complexe d'échecs en 3 dimensions. J'observe que ce n'est pas vrai. Il joue un coup à la fois. Il ne voit pas au-delà d'un périmètre restreint. Il ne sait pas grand-chose de l'histoire. Et il ne réfléchit pas aux effets de l'enchaînement de ses politiques entre A et B, entre B et C. Voilà pourquoi il est difficile de l'appréhender. Il a attaqué ses ennemis de l'intérieur. Il est en tournée de représailles. Vous êtes cité comme James Smith, entre autres, le gouverneur Waltz, maire Free. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'état de la justice ou l'état de la démocratie? Oui, il est en tournée de représailles. Je l'ai prévu dans mon livre, celui qui est sorti en janvier 2024. Il a été prévisible. Il a dit qu'il mettrait en œuvre des représailles. Il est certain que les administrations précédentes ont attaqué leurs adversaires politiques. C'était mal quand elles l'ont fait, c'est mal quand Trump le fait, et ce sera mal si son successeur le fait. Un espoir pour les élections de 2028, c'est d'avoir des candidats des 2 partis qui reconnaissent que l'égalité devant la loi veut dire qu'il ne faut pas discriminer ceux qui sont en désaccord avec vous. Est-ce que c'est une blague quand il dit que nous n'avons pas besoin d'élections de mi-mandat parce qu'il est le président? Eh bien, il a de beaux résultats, il a un taux d'approbation important, il ne connaît pas les limites et tentera de les repousser autant qu'il peut. Lors de son premier mandat, les gens l'entourant comprenaient bien ce qui était prescrit dans la Constitution, ce qui était bon pour la société civile. Mais il est celui qui prend les décisions. Il est celui qui a le dernier mot. Et lors de son 2e mandat, il s'est entouré de personnes qui lui disent toujours oui. Ça ne sera pas à l'avantage des États-Unis et ironiquement, ni à l'avantage de Trump. Alors, des dirigeants mondiaux commencent à lui tenir tête. Est-il temps de le faire? Eh bien, je pense que les pays doivent veiller à leurs intérêts nationaux. Nous sommes peut-être à la veille d'une guerre commerciale avec l'Union européenne. Je trouve cela très regrettable, car les 2 parties en sortiront perdantes. Le Premier ministre Carney a fait des commentaires similaires.
similaires, je ne pense pas que cela fonctionnera pour les États-Unis ou pour le Canada, de penser que le monde entier sera toujours comme le décrit Donald Trump. Il viendra un moment où il ne sera plus au pouvoir et les gens devraient faire très attention de ne pas aggraver les dégâts déjà causés par Trump. Les autres acteurs ne devraient pas être les complices de ces dommages. C'est le premier anniversaire de son mandat. Qu'attendez-vous des 3 prochaines années? Le point de vue le plus optimiste est que la situation restera inchangée. Et je pense qu'au cours des derniers mois aux États-Unis, nous avons dépassé ce pic Trump. Je pense qu'au sein du Parti républicain, les dissensions se multiplient, alimentées en grande partie par la crainte de perdre les élections de novembre prochain. Ce n'est peut-être pas le motif le plus noble, mais c'est tout de même un motif légitime. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Bolton. Au revoir. Après la pause, America First, les réussites et les échecs et les abus. À tout de suite. "24 convictions. 24 times convicted. They're not charges, these are convictions. So he comes from outside the country. Do you think he's going to be good here? They make our Hells Angels look like the sweetest people on earth. The Hells Angels are now considered a nice, high-quality person. I like the Hells Angels. They voted for me. They protected me, actually, believe it or not. C'est tout Trump, peut-être, dans cet extrait-là. Hein? Les Hells Angels l'aiment, donc lui, ils les aiment. Ils ont voté pour lui, ils l'ont protégé. Mais on peut peut-être rappeler que Donald Trump a eu, lui, 34 condamnations criminelles. Il réussit à s'en sortir là, pour ce qui est des conséquences pénales ou les amendes. En tout cas, on va faire le bilan d'America First, les bons coups, les mauvais coups. C'est peut-être aussi beaucoup lié à l'international. D'abord, peut-être, je vais commencer avec vous, Julien, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la santé, la science a beaucoup préoccupé. Je vais citer la dernière phrase de votre texte ce matin, publié dans la presse. L'an 1 du deuxième mandat de Trump fut celui de la mise en orbite d'une idéologie anti-science. Les années suivantes risquent fort d'être celles du décompte des victimes. C'est l'ampleur des dégâts. C'est l'ampleur des dégâts à venir, parce que la parole de la santé publique américaine est maintenant complètement décrédibilisée. On a une politique vaccinale qui n'a plus ni queue ni tête et qui ne suit pas le consensus scientifique. Et puis, dans un contexte où on a des gens qui ont perdu leur assurance santé ou qui vont la perdre l'année prochaine lorsque la Big Beautiful Bill va commencer à s'appliquer. Et par-dessus ça, la promesse qui avait été faite par Trump, par l'entremise de Robert Kennedy Jr., c'était de remettre l'Amérique en santé en s'attaquant aux causes de l'obésité, du diabète, de la malbouffe, en donnant accès aux Américains à des produits de bonne qualité qui vont faire qu'ils ne seront plus malades comme ils l'étaient. Et que voit-on aujourd'hui ? Eh bien, une nouvelle pyramide alimentaire qui est une complète diversion médiatique, manger avec la viande rouge et le lait entier, avec la disparition du fluor dans l'eau courante, peut-être quelques coups médiatiques avec du sucre de canne au lieu du sirop de fructose dans le Coca-Cola, ce qui ne fera absolument rien pour l'épidémie d'obésité chez les enfants. Et dans le cadre de ces problèmes de vie chère, absolument rien pour donner accès aux Américains à une alimentation qui est plus chère, parce que cette politique de Kennedy et Trump n'adresse absolument rien de ces problèmes. Et sur le coût de la vie, il n'a pas rempli nécessairement ses promesses. Pour vous, Ferry? Mais pour moi, oui, c'est ça, l'impuissance, au fond, du Sénat et de la Chambre des représentants, à la fois au plan interne, parce qu'ils ne se réunissent presque pas souvent, ils ont très peu adopté de projets de loi, et évidemment sur la scène internationale. Alors, c'est là où vraiment l'accaparement du pouvoir par Trump se voit dans la gestion quotidienne interne des États-Unis, et c'est pour ça que les élections de novembre vont être absolument critiques, et espérons que les démocrates l'emportent. Je ne voulais pas faire un jeu politique, mais c'est certain que c'est véritablement essentiel pour la santé du globe. Pour vous, Valérie? Dans les bons coups, on pourrait avoir un bilan d'éléments positifs pour Donald Trump. Je les vois surtout à l'international. Et c'est ça un peu l'ironie, parce qu'il a dit ce sera vraiment un mandat America First, où je vais me concentrer sur les enjeux qui touchent les Américains, le coût de la vie, l'immigration, plein d'autres choses comme ça. Et finalement, ce qu'on voit, c'est des bilans positifs, c'est ces opérations militaires en Iran, au Venezuela, qui étaient très chirurgicales, le traité de paix entre... Mais il ne finit, je vous interromps, il ne finit jamais rien. Non. L'Iran, il devait
faire une mission complète. Il ne finit pas. Le Venezuela, ça devait être un régime à renverser. Changement, oui. Il commence quelque chose, puis il passe à autre chose. Israël et Hamas, bon, on est un peu dans un flou avec ce Conseil de la paix pour la suite des choses. Alors, je vois plus de réussite, entre guillemets, à l'international. Au niveau national, il y a des gens qui vont dire tout simplement, bon, avec tous les tarifs, avec tout ce qui s'est passé en politique économique, on n'a pas eu autant d'inflation qui était prévue. Il n'y a pas eu de récession. On a réussi à faire des ententes commerciales. Après ça, sur le long terme, on verra les effets. Là, les marchés vont mal aujourd'hui à cause de cette opposition avec l'Europe. C'est beaucoup d'impulsivité. C'est beaucoup d'impulsivité et comme vous venez de le dire, et comme Valérie vient de le dire, il y a rarement de prévision de quel va être le coup d'après. C'est-à-dire que ces coups partent, et puis, alors le président des États-Unis, Trump, n'est pas un technocrate qui réfléchit beaucoup aux conséquences institutionnelles de ses actes. Mais il fut un temps où quand même il prévoyait un peu les choses lorsqu'il travaillait dans l'immobilier et ses différents projets. Que voit-on quand il dépose ce dictateur du Venezuela, M. Maduro, il n'y a absolument rien de prévu derrière. Et moi, je crains que si demain il s'attaquait au Canada ou au Groenland, il n'y a absolument rien comme réflexion institutionnelle sur les conséquences de ces actes. Donc effectivement, c'est une impulsivité et peut-être quelque chose qui est de l'ordre du trouble attentionnel, dans le sens où dès que quelque chose est terminé, il passe au sujet suivant en papillonnant comme ça. Et pour vous, Ferry, évidemment, on a parlé aussi de la fermeture des frontières, cette haine de l'étranger, de l'immigrant qu'on doit expulser, cette violence. Historiquement, les États-Unis restent un pays violent, non? Et ça se nourrit davantage sous Trump. Oui. Les États-Unis sont un pays violent. Le nombre de morts chaque année par coup de feu et autres est gigantesque par rapport à tous les autres pays de la communauté internationale. Alors, je crois que le problème, c'est qu'aux États-Unis, on se demande, même si c'est encore un pays d'immigration, à partir du moment où Trump met une vingtaine de pays littéralement de côté pour pouvoir venir dans ce pays. Je crois que nous allons vivre, comme je le dis, 3 années encore extrêmement difficiles. Ouais. Est-ce que le monde médical s'interroge, Julien, sur son état de santé? Oui, à l'évidence, il y a un cadre éthique qu'on doit respecter. On ne peut pas diagnostiquer quelqu'un simplement en regardant ses apparitions publiques. La science, la médecine, la neurologie suivent un mode opératoire très particulier pour arriver à une conclusion. Mais lorsqu'on voit cette impulsivité, cette désinhibition, cet affaissement de son vocabulaire, cette cruauté, quelque part, qui est plus présente que jamais, ça pose beaucoup de questions. Et quand on lit un peu en filigrane les différentes choses qui ressortent des différents bilans de santé, qui sont quand même marqués par beaucoup d'opacité, on se pose effectivement beaucoup de questions. L'avenir nous dira si, quelque part, comme il y a eu un point de bascule pour Joe Biden à un moment donné, à l'été 2024, y aura-t-il un point de bascule pour Donald Trump au cours de ce deuxième mandat, où on aura vraiment l'impression que là, ça ne va plus? J'ai posé la question à M. Bolton tout à l'heure, je vous la pose, Valérie. Est-ce que Donald Trump, en terminant, pourrait créer des conditions qui l'amèneraient à vouloir annuler en tout ou en partie les élections de novembre prochain, ne serait-ce que de crier à la fraude, saisir le machine électorale? Tous les moyens sont bons pour lui. Là. Il dit encore aujourd'hui qu'il a perdu, qu'on lui a volé l'élection. Oui, on en parle encore en 2026. Je pense qu'on va en parler encore en 2027, en 2028. Moi, je ne crois pas qu'il va y avoir des élections qui sont annulées parce que c'est les États qui gèrent. C'est pas au niveau fédéral. Donc, il n'y a rien dans la Constitution, dans les pouvoirs d'un seul homme, de Donald Trump, qui pourrait dire c'est terminé les élections, même dans un contexte de guerre. Par contre, est-ce qu'on va inciter les gens à aller voter? Est-ce qu'on va dire après qu'il y a eu de la fraude? Est-ce qu'on va voir un peu un scénario comme on a eu en 2020-2021, ça, c'est plus une possibilité que je peux voir dans l'avenir. Très bien. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup, Ferry de Kerkhove. Toujours un plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Valérie. On vous retrouve à première ligne demain matin, je crois. Oui, 7h10. Catherine Gauthier, 7h10. Merci, Julien Cavana, d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à notre antenne.